Nous vous invitons donc à suivre notre reporter Fernand Dansereau, et qui peut vous remettre au point sur les cultivateurs canadiens-français dans l'ouest du pays. Ça va? Go west, young man. Vous vous rappelez de ce proverbe qu'au début du siècle a poussé des générations et des générations de jeunes Canadiens vers les fabuleuses prairies de l'Ouest? Eh bien, à cette époque-là, on voyageait dans les charrettes couvertes, comme vous avez vu passer tout à l'heure. C'était assez inconfortable. Heureusement, l'automobile est venue. C'est déjà une énorme amélioration. Mais vous devinez bien que ces trucs-là, ça fonctionnait pas toujours rond. En sorte que ça pouvait endurer encore bien des perfectionnements. Aujourd'hui, nous qui refaisons le pèlerinage des premiers pionniers de l'Ouest, nous voyageons dans une camionnette qui, par comparaison, est infiniment plus luxueuse. Nous avons vu toutes sortes de choses dans l'Ouest, très intéressantes. Alors, re-bienvenue à La Fascine, en direct du DocFest de l'Île aux Coudres, avec notre invité d'honneur et avec toute l'émotion qui m'habite, et Fernand Dansereau, qui est là. Merci, Fernand. Merci, Fernand. On a parlé de 72 ans de carrière. Je pense que Fernand pourra nous en parler. Je pense qu'il faut corriger, là, mais... C'est le 2 juin 55. Le 2 juin 55. Ce que vous avez vu, c'est... Fernand avait une carrière avant ça au journal, je pense que c'était au Devoir et aussi à la Tribune de Sherbrooke. J'ai commencé d'abord en sortant du Collège classique comme chroniqueur financier au journal La Tribune. Et quelques mois après, je suis devenu chroniqueur syndical au journal Le Devoir, où j'ai fait 5 merveilleuses années dans la fièvre de ma jeunesse, là, pour toutes les bonnes causes. Jusqu'à temps qu'il y ait eu une grève, d'ailleurs. Il y a eu une grève des typographes et mes principes, on ne franchissait pas une ligne de piquetage. Mes intérêts, d'ailleurs, j'aurais pas pu continuer à faire de la chronique syndicale si j'avais franchi les lignes de piquetage. Alors, j'ai refusé avec 4 autres camarades de franchir la ligne de piquetage et après quelques semaines, on a été congédiés. Et j'étais plutôt déprimé parce que j'avais déjà une famille. Il me restait 49 $ à la banque. Je n'avais pas de travail. Puis le téléphone a sonné. On m'invitait, je ne sais pas trop comment, à me rendre à Ottawa le lendemain matin pour faire un screen test. Dans le cas où ça réussirait, ben, on me proposait de devenir reporter à l'écran, ce que vous avez vu. Et on mis ça se passait... En 55. Oui, en 55, à la fin mai, puis le 2 juin, j'ai pris le train pour Winnipeg pour aller retrouver l'équipe qui était déjà là. Puis ça a été le premier document. Une courte carrière de reporter, parce que bon, on sait maintenant que tu n'es pas devenu journaliste à la radio ou à la télé. Ta carrière de cinéaste est très connue, mais on va en parler. Si on veut faire un parcours avec toi, l'idée des déjeuners causeries avec notre invité d'honneur, c'est de partager un moment, un entretien, qu'on veut donner le temps au temps. Parce que toi, tu as mis du temps dans toute ta vie et tu continues. Je sais qu'il y a encore des projets de films en chantier, fait qu'on va pouvoir parler avec toi. Mais surtout de la période qui, de 55, va nous amener jusqu'aux Filles de Caleb, par exemple. Ton cycle sur le vieillissement. La seule façon de ne pas mourir, c'est de vieillir. Bon, c'est assez clair. Oui, d'ailleurs, tu as des beaux personnages qui en parlent avec... Mais des fois, je voulais te raconter une anecdote qui suit ce qu'on a montré, là. OK. Quand j'ai vu les roches de ça, moi, je me suis trouvé tellement pas bon que je me suis congédié moi-même. Ah oui? J'ai dit à l'ONF, non, ça marche pas, je vais me retirer, puis je vais retourner au journalisme. Puis ils m'ont proposé de devenir réalisateur. Mais ces films-là, il y en avait 2 comme ça qui ont été faits, et ça a été diffusé. Et puis, quelques mois après, j'ai reçu une note d'un monsieur qui disait « C'est très intéressant ce que vous essayez de faire avec la langue à la télévision. » Parce qu'à cette époque-là, les commentateurs de télévision avaient un français très pointu. Oui.
Et il dit, c'est très intéressant ce que vous essayez de faire avec la langue. Puis c'était signé René Lévesque. Oh, bon, c'était journaliste à cette époque-là, ben oui. Oui, puis moi, je n'avais aucun projet. Hein. Je vais parler comme je parle maintenant. Mais tu vas justement être dans cette ère-là, le pré-cinéma direct, parce qu'on sait le cinéma direct, c'est 1958, et l'invention réelle du cinéma direct, ça se fait à l'île aux Coudes, où là, clairement, on va réussir à tourner un film 100% synchro. Je sais qu'il y a toutes les étapes avant, mais de 1958 à 1962, tu es dans cette grande mouvance-là, où le cinéma direct va éclater, exploser. Mais avant de parler de ça, il y a justement tous ces films-là que tu vas aussi scénariser, toute la série panoramique avec Bernard Devlin à l'ONF. Tu étais déjà scénariste avant de devenir scénariste des Filles de Caleb. Là, on te connaît. Ouais, je ne connaissais rien du tout à la dramatique, et encore moins l'écriture de télévision. Et puis, le premier travail qu'on m'a proposé, c'était d'écrire un scénario de 2 demi-heures dramatique sur l'éducation syndicale. Et puis, c'est ce qui m'a retenu à l'ONF, de toute façon. Mais j'avais un producteur, Guy Glover, qui était un anglophone, mais qui parlait un français exquis. Le conjoint de McLaren, en passant. Oui, et puis qui avait une très grande culture. Puis il a commencé à m'apprendre les premières bribes de l'écriture dramatique. Tu sais, j'ai présenté un premier scénario, il dit « Non, Fernand, ça n'a pas d'allure. Tu prends 20 minutes à expliquer le contexte avant que l'action commence. Alors, il faut que le contexte se révèle à travers l'action. » Fait qu'on a appris quelques bribes comme ça de construction de l'écriture dramatique, mais ensuite, c'est sur le tas qu'on l'a fait, pas uniquement moi, là, tu sais, les autres de la série panoramique. Puis c'était fabuleux parce que, tu sais, la première année, je pense que j'ai probablement écrit 8 demi-heures dramatiques, puis j'en ai réalisé 5 ou 7, je ne me souviens plus. Oui. Fait que, tu sais, pour des jeunes qui arrivaient dans le métier, c'était une école. C'était une occasion fabuleuse. Puis ça allait dans le public, tu sais, puis on avait des réactions. Puis... C'est sûr que ça t'a suivi, parce que plus tard, tu as eu à scénariser beaucoup de demi-heures pour la télévision. Oui. Fait que tu n'avais déjà pas... tu avais fait tes classes un peu, même si ça faisait longtemps là, que tu n'avais pas fait ça quotidiennement. Mais c'est à ce moment-là aussi, l'ONF faisait des émissions pour la télévision. C'était l'arrivée de la télévision. L'ONF était coincé d'une certaine façon. L'ONF avait occupé tout le champ audiovisuel au Canada jusqu'à l'arrivée de la télévision en 1950. Et puis, là, tout à coup, la télévision de Radio-Canada puis la Télémétropole prennent un immense espace. Et l'ONF devait trouver un moyen de se resituer et de participer à ça. C'est pour ça qu'ils nous ont engagés, d'ailleurs. C'est pour ça que l'ONF a été déménagé d'Ottawa à Montréal, puis que moi, l'année où j'ai été engagé, ils ont engagé 10 autres réalisateurs. Les francophones, parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même une tradition très anglophone, anglicane à l'ONF, là, parce que c'était à Ottawa, de toute façon. Puis il y avait peu de francophones. Là. Il y avait eu Pierre Junot, il y a eu quelques francophones. Il y avait Claude Jutras qui était déjà installé. L'année précédente mon arrivée, l'équipe française avait produit un film. C'était un film de Claude Jutras sur les jeunesses musicales. Et c'était tout. Puis, il y avait eu Michel Brault en 50 qui est venu avec Jacques Giraldo. Il y a eu avant... Oui, mais il n'était pas embauché à plein temps. Non. C'est ça. Toi, c'était vraiment un contrat. T'as signé, tu te rappelles d'avoir signé un contrat? Oui, t'étais un... Ils m'ont offert le double du salaire que je faisais au devoir. OK. Je suis embarqué là-dedans. Ah bon, ben tu avais 59 $. Fait que là, déjà, ça allait mieux. Donc, c'était une formation rapide, d'ailleurs, hein? Oui, puis une formation qui était aussi une forme acquise par la lutte. Oui. Parce qu'au début, à l'ONF, nos scénarios, on les écrivait en français. Ils étaient traduits en anglais par une secrétaire, envoyés au directeur de la production qui les commentait en anglais. La secrétaire retraduisait les commentaires qui nous étaient envoyés, et puis il fallait corriger. Et puis c'était une direction très, très contraignante. Je me rappelle, il fallait écrire nos scénarios sur 5 colonnes. La première colonne, c'était le numéro de lentille, la deuxième, description de l'action et tout. Puis j'avais écrit, à un moment donné, 25 mm, pour la lentille. La lentille. Puis Don Mulholland, le directeur de production, avait répondu « This doesn't give me a hard-on. You know? I said, why not you use a 50 mm? Okay. Pourquoi tu n'utilises pas une lentille 50 mm? » Alors, c'était très, très contraint. Fait que nous autres, on s'est battus. On a fait éclater ça. Ben oui. Puis on a été aidés par des cinéastes anglophones de l'ONF. Qui, eux autres aussi, essayaient de secouer le joug de cette direction très, très... Bien, l'équipe, justement, on y arrive parce qu'avant d'arriver à l'île aux Coudes,
le cinéma. Quoique Pierre Perrault, déjà, avec Radio-Canada, faisait ses émissions à la radio. C'est ça. Et il avait déjà rencontré Alexis grâce à Yolande Simard-Perrault. Oui, puis il avait fait une quinzaine de films avec une compagnie René d'Ottawa, Bonnière, oui. avec René Bonnière. Le Crawley Film. Oui, sur la Nouvelle-France. Très bonne série. Oui. Mais ça, c'est la période radio de Radio-Canada pour Perrault. Mais avant, toi, tu vas être déjà dans une mouvance rapidement avec les anglophones, comme tu dis, qu'il était dans ce qu'elle appelait le candid eye, c'est-à-dire qu'il utilisait le zoom pour filmer les gens, donc il leur volait un peu des images. Bien, c'est-à-dire que ça vaut peut-être la peine d'être raconté, c'est que il y a une filiation internationale dans tout ça dont on n'avait pas conscience, nous autres. Mais comme quand on travaillait avec des équipements très, très lourds, on avait de la difficulté à mettre le son et l'image ensemble, là, tu sais. Et puis, tout à coup arrive à l'ONF un film qui arrivait d'Angleterre qui s'appelait Mama Don't Allow, qui était un film fait par Tony Richardson, je pense, du Free Cinema en Angleterre, et qui, lui, avait fait faire ce même problème, puis l'avait réglé en synchronisant son son par après. Oui. Puis il avait adopté une attitude tout à fait semblable à celle qui va devenir le cinéma direct. Et ça provoque un immense choc à l'ONF. Chez les anglophones comme chez les francophones. Des gens comme Michel Brault, là, qui vont... Oui, puis de l'autre côté, Roman Crowther, puis Colin Lowe, puis... Terence McCulty. Tout à coup, on aperçoit que c'est possible de se promener dans la réalité avec des caméras légères, puis d'engager avec les gens qui sont devant l'écran, tu sais, une relation directe, et puis c'est pour ça que ça va s'appeler le direct, de toute façon. Et puis, vraiment relationnel, là-dessus. À partir de ce visionnement-là, à l'ONF commence une grande lutte faite par des jeunes anglophones et des francophones que nous étions contre la structure de direction du service de caméra, du service technique, pour établir les instruments techniques qui vont permettre le cinéma direct. Puis l'idéologie du direct va se développer dans le fer, à la suite, au fond. Puis ce qui est intéressant, c'est que la filiation remonte très loin, parce que Tony Richardson, qui nous avait éveillés, nous, lui disait qu'il dépendait de Verta et du cinéma vérité. Ça remonte aux années 1925. Tout à fait. Du free cinéma, vous êtes à l'ONF, vous développez des techniques, parce qu'on sait qu'à l'ONF, ils étaient très forts en technique. Hein. Ils ont toujours été forts sur l'innovation. Et même Michel Brault me racontait comment il pouvait bouger les pellicules. Jean-Claude Labrec faisait ça aussi. Il y avait toujours cette envie d'évoluer. Parce qu'il faut l'imaginer, là, on est avec les caméras vidéo. Le son et l'image suivent. On s'en rend plus compte. On a notre téléphone. Tout est direct. Ce que notre iPhone fait aujourd'hui, nous autres, pour notre génération, c'était invraisemblable même à imaginer. Là. Futuriste, là, complètement futuriste. Et puis là, il arrive une caméra assez mobile, donc dans les années 55, là. Maman Don't Allow, 56. À partir du moment, les premiers, Michel, par exemple, avec Marcel Carrière, vont tourner les raquetteurs. Puis ça, ils tournent ça avec une caméra réflexe sans insonorisation. Puis le son est rassemblé par après. Mais à ce moment-là, à l'ONF, on commence à penser au service technique à inventer une caméra qui serait insonorisée puis qui serait légère. Puis en même temps, en France, le même mouvement se développe. Puis finalement, c'est la caméra éclair là, qui arrive de Kudelski puis qui va être bien supérieure à celle que l'ONF a essayé de pratiquer puis qui va devenir notre instrument universel. Mais c'est une caméra qui ne faisait aucun bruit pendant qu'elle tournait, même si elle était légère. Et puis, il y avait un lien à travers la technologie du cristal, il y avait un lien pour synchroniser le son et l'image. Alors, tous les outils vont être là pour qu'on développe un cinéma vraiment direct. Bien là, on s'en va vraiment vers 1962 pour La Suite du Monde et aussi un autre film qu'on va voir un extrait, c'est à Saint-Henri le 5 septembre. Parce que toi, tu vas être à la tête de ça, tu vas être nommé producteur assez rapidement parce que du gars, le petit jeune à 59 là, dans ses poches, là, il finit par devenir producteur de toute la production française avec Jacques Bobet, qui est comme ton second. Ou ton, Non, Jacques, il s'occupait des versions. Des versions. Mais ça avait été accepté par la direction qu'il continue de travailler comme producteur pour quelques films originaux français sous ma prétendue supervision. En fait, il faisait à sa tête. Oui. Puis donc, cette période-là, tu as déjà dit, tu as chevauché un tigre que tu contrôlais pas plus que ça, mais que c'est finalement l'émergence du cinéma direct. Il y avait énormément d'énergie, énormément de créativité. Puis ça tirait de tous les côtés. Puis
j'essayais d'établir un peu du minimum d'ordre pour que ça reste vital là-dessus. Oui, parce que tu avais des chevaux fougueux, là, des Michel Brault, des Pierre Perrault. Oui, puis des crises. À un moment donné, Claude Jutras demande à Michel Brault de tourner une image dans le film sur Félix Leclerc sur une rivière gelée à contre-jour du soleil. Puis ça donnait des iridescences dans l'image. Quand Dennis Gilson, le directeur du service des caméras, voit ça, il engueule Michel puis il le congédie pour incompétence. Ben moi, le lendemain, j'engage Michel comme réalisateur. Fait que tu contestais, toi aussi, l'autorité. Puis évidemment, Gilson se plaint, puis ça va dans le commissaire, Roberge, qui nous convoque tous les deux à son bureau, Gilson et moi. Puis là, Gilson me dit, mais tu es en train de miner mon autorité, puis tout ça. Mais moi, je dis, j'avais pas de mauvaise intention, c'est juste que je trouvais que Michel avait du talent. Puis Roberge, il faut lui donner le mérite, m'a donné raison. Guy Roberge, hein? Ouais. Le premier commissaire francophone de l'ONF. C'est ça. Ce qui a aidé beaucoup à amener les francophones, cette vague-là, les Jacques Godbout, tout ça. Bien, on a vu Anne-Claire Poirier, c'est grâce à un moment où tu étais là, à la production. Là. Et puis, il y avait Pierre Junot qui a pris le contrôle de ce qu'on appelle, ou la tête du programme français de l'ONF. Quand ils ont créé, après mon départ, ils ont créé vraiment la direction du programme français, et Pierre Junot était le premier directeur. Oui, directeur. Mais là, il y a des très beaux films qu'il faut voir. Les films qui sont sur le site de l'ONF, les films de Gilles Groux, les courts-métrages que tu as pas dû voir, Miami, énormément de films, dont un qui est ton projet, un projet qui est signé Hubert Aquin. L'auteur Hubert Aquin, pour ceux qui connaissent, de prochain épisode, là, un livre à lire et à relire. Là. Ce moment-là, Hubert Aquin et toi, explique-nous, vous allez faire un film collectif à Saint-Henri pendant 24 heures. Vous allez amener toute l'équipe française, une partie de l'équipe française. Là. Puis c'est sous ta... je dirigeais la programmation française et j'avais 4 producteurs sous moi, dont Hubert Aquin. Et puis, à un moment donné, au moment de notre gloire là, commençait à s'établir à nos propres yeux, moi, j'ai rêvé de faire un tournage où toute l'équipe française serait présente. Et le projet a été conçu de tourner un film qui serait tourné en une seule journée à Saint-Henri, et une banlieue assez appauvrie de Montréal, et puis où toute l'équipe serait là. Ça a donné un tournage où il y avait 15 équipes qui tournaient la même journée. Et c'était à Hubert Aquin qu'on avait confié la production de proprement dit, parce que moi, je n'étais pas producteur dans ce cas-là. Et puis, ça s'est fait. On a tourné le 5 septembre à Saint-Henri. On a un extrait, mais on a un extrait de là, c'est important de dire que tu as écrit, suite à ce film-là, puis les autres films qu'on va voir, les extraits comme Saint-Jérôme, tout ça, tu as écrit un texte en 78 qui s'appelle « Le cinéma de relation », dans lequel tu fais référence à ce tournage-là? Ce qui est arrivé, c'est que dans les 15 équipes qui tournaient, moi, j'étais aussi grimpé dans le clocher de Saint-Henri avec une 300 mm. J'étais une des 15 équipes avec un preneur de son. Et puis, je faisais de la téléphoto avec la 300 mm. Donc, tu filmais de loin, tout ça. Et puis, tu sais, on était plein d'euphorie artistique. Là, toute l'équipe était là. On avait déjà pas mal de succès avec nos films à la télévision. On était comme une sorte de maturité. Puis moi, j'avais le sentiment que c'était merveilleux. Là, on tournait, tout ça. Fait que le film se tourne. 24 heures, sur 24 heures? Oui, sur 24 heures. Puis ensuite, au montage, on a un peu de problèmes. Là, Aquin a des problèmes. Puis finalement, c'est à Jacques Godbout qu'on va confier le film. La narration, oui. Puis le montage. Avec Monique Fortier. C'est ça. Et puis, le film est diffusé quelques mois plus tard. Puis là, c'est le tollé. Oui. On se fait littéralement écraser. J'ai lu qu'il y avait même une poursuite où quelqu'un avait déposé quelque chose contre l'ONF. Oui. Pour retirer peut-être... Il y a eu une dénonciation par les conseils municipaux. Il y a des députés qui se sont levés en chambre pour dénoncer le film. Puis moi, évidemment, le commissaire m'envoyait... au BAT? Oui, au BAT, à la frontière pour défendre ça. Mais ce qui nous avait touchés tout à coup, c'est que nos amis, ceux qu'on avait approchés, là, tu sais, puis qu'on aimait bien avec nos caméras, ont commencé à nous dire qu'ils se sentaient blessés, les autres, par le film. Ceux que tu avais tournés, ceux qui avaient été tournés dans le film, qu'on va voir. Là. Puis il y a une famille qui s'appelle la famille Clermont, où c'est Gilles Groux qui avait tourné. Eux autres, le visionnement d'eux-mêmes à la télévision les avait tellement bouleversés qu'ils ont décidé de retirer les enfants de l'école parce que les enfants se faisaient taquiner à cause du film. Et puis finalement, ont quitté Saint-Henri. Fait que moi,
ça m'avait vraiment interrogé, là, tu sais, beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On était dans la gloire du direct, mais on ne mesurait pas l'impact de notre action sur les gens qui étaient devant nos caméras. Puis je me suis mis à réfléchir à ça beaucoup. Puis moi, je me suis dit, désormais, je fais attention à ça. Là. Désormais, je vais faire. Puis il y avait un outil particulier pour canaliser mon intention. C'est que devant tous les tournages, on faisait tourner ce qu'on appelle un release. Là, la quittance, oui. Une quittance d'autorisation. J'accepte d'être filmé, de donner tout mon image à l'ONF. C'est que là, j'ai décidé, moi, le prochain film que je ferai personnellement, on fera signer des quittances quand les gens verront le montage, pour être sûr qu'on ne blesse personne. Bon, mais voyons ensemble cette séquence tournée dans une famille de Saint-Henri. Imaginez-vous, on est en 62. Ils n'ont pas volé ces images-là. Il y avait quand même une entente, mais ça s'est fait en 24 heures. Là. Nous, on appelle ça un reportage aujourd'hui, mais le film lui-même n'est pas un reportage. C'est bien fait avec la voix de Jacques Godbout. Mais là, voyons cette famille-là, canadienne-française de l'époque, et pourtant, en tout cas, qui semble tout à fait honorable. Alors, s'il vous plaît, Annick, si c'est possible de voir à Saint-Henri la séquence avec la famille. Saint-Henri s'est éveillé, bientôt 7 heures. Dans les cuisines grilles de petit déjeuner anglais sur réchaud américain, ébout le café, précieux vestige de notre culture française. Le plus difficile sera d'ajuster l'image que nous nous faisions de la réalité et celle que nous découvrons. Car si les uns connaissaient le quartier de l'intérieur, les autres n'y avaient jamais mis les pieds. Pour ma part, j'en savais seulement les bonheurs d'occasion, rendus célèbres par ces dames du féminin et Gabriel Roy. Cette famille, par exemple, aurait pu être celle du roman. Ils sont 12 enfants, 6 au travail, 6 à l'école. La mère dirige la maison, le père est en chômage, et pourtant, les aînés ont leur chalet d'été, une voiture de l'année. C'est ça la visite parce que je lui ai dit hier soir, j'ai dit c'était. Tu étais pendant la fin de semaine, toi? Oui, certain. Ben, on s'en va au cas de patron de ta connaissance. Hé! Faisait chaud, je crois. Ouais, il faisait chaud, puis elle avait mangé un hot dog, une pétate, là, qui était gros. Il y a plus de ça. Tombe sans connaissance. Ça a été longtemps? Non. Oh non, pas tellement, une minute. Ma fille, elle s'était encore. Dis, la fille, oui, c'est agréable comme une bonne. Elle a pas mis la tête entre ses deux jambes? Ben, ça, elle avait la tête à terre. C'est ça. Elle était systématisée. Candide? Elle a tombé? Ben oui. Elle a vu des pilules. Samedi soir. Elle a vu des pilules noires, puis elle n'avait pas fait effet. Et puis là, elle était bloquée. Là, je l'ai dit, t'es énervée, elle s'en va chez Claude Fort. Elle dit, t'as vu ta connaissance? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va contrôler les bouffes aussi dans. Oui, je suis pas les bouffes dans le tiroir. Ces élastiques-là. Si l'uniforme est de rigueur, c'est qu'il se salit moins qu'une robe de couleur, que c'est joli, pratique. Et puis, après tout, 12 enfants, c'est presque une armée. Les verres sont tous là au bout, là. Moi, je vais voir chez mon collègue. Il est Mon collègue. C'est un détresse celle-ci. Détresse celle-là. Laisse-la faire la vague. en arrière. C'est parce qu'il est très raide. On ne peut pas faire autrement. Non? Les parents sont venus des campagnes car, légende ou réalité, Saint-Henri, cœur ouvrier du Canada français, reste l'entonnoir où l'on tombe paysan pour en ressortir manœuvre. On cherchait un autre élastique. Il fait mal, moi. Oui, toi, c'est le temps, là. Bonjour. Bonjour. Où s'en va?
Ils n'y arrivent pas, eux autres. Ils sont venus Mais les enfants iront à l'école quelques années de plus que leurs parents, et ce sera plus difficile de leur exposer que le chômage est un mal nécessaire et de les faire bercer leurs illusions. Personne d'entre nous s'était vraiment intéressé à toute la problématique de qu'est-ce qui arrive aux gens qu'on amène devant nos caméras une fois qu'on les a quittés. Et comment ça les transforme. Et puis ça, moi, ça m'a interrogé beaucoup. Oui, puis on va en parler parce que c'est vraiment le parcours qu'on fait avec toi dans toute ta réflexion puis ta démarche pour changer ça pour toujours, là, jusqu'à maintenant. Et puis c'est toi qui es en train de nous l'enseigner maintenant, de le revenir, non, mais de garder soin, prendre soin de la relation. Parce qu'à la même année, se tourne un autre film qui n'est pas du tout de ce style-là, puis qui va faire que ça va t'amener à Cannes. L'antipode. Oui, l'antipode de ce film-là, l'antithèse, si on peut dire. Et aussi le travail différent, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire que ce film-là est tourné en 24 heures, alors que Pierre Perrault, ça fait 10 ans qu'il vient à l'île aux Coudes, rencontrer Marie Tremblay, Alexis Tremblay, Léopold Tremblay. Il est en train, sa famille est devenue, l'île, c'est sa seconde famille. Oui, puis ils vont tourner pendant 9 mois. 9 mois, le contraire du 24 heures, là. Pour moi, l'essence du cinéma direct est aussi dans le temps. C'est pas juste... Ben oui, le temps, 24 heures, c'est un peu court et un peu bref pour aller chercher quelque chose d'honnête avec les gens, là. Donc, on est obligé de couper court à nos raisonnements. On a une séquence ici pour la suite du monde. Il faut comprendre, pour ceux qui ont vu le film, qu'il n'y a pas de narrateur. Les narrateurs, c'est ça qui est révolutionnaire pour moi. C'est les gens de l'île. C'est eux-mêmes qui racontent leur histoire. Et à mon sens, ça, c'est un des éléments du cinéma direct. Oui, Fernand. Avant le direct, là, puis les premières années même où on était là à l'ONF, les cinéastes partaient, inventoriaient une réalité, rencontraient des gens, enregistraient un petit peu par note ou sur le bande sonore leurs commentaires, revenaient, scénarisaient ça, puis au moment du tournage, retournaient puis demandaient aux gens de redire à la caméra les phrases qui avaient été retenues. Ce qui n'était pas toujours bon, parce que j'ai vu Roger Blais, entre autres, faire des films avec les aboiteaux. Les aboiteaux de Léonard Forêt, c'est la démonstration parfaite de ça. Les aboiteaux, oui. De Léonard Forêt, qui était aussi dans ton équipe de production, là. Ben, c'est ça. Regardons un extrait Pour la suite du monde, parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Brault. Il y a d'ailleurs un film à l'ONF qui s'appelle Le direct avant la lettre, où Michel Brault explique les 3 principes du cinéma direct. Parce que c'est important de comprendre que le cinéma direct, c'est une technique aussi. Hein? C'est une technique à l'origine, on l'a souvent dit, parce qu'on est parvenu à synchroniser le son et l'image. Et on le voit d'ailleurs ici dans des séquences de Pour la suite du monde. Au début, on filme Alexis à travers une vitre et une porte parce qu'on entend trop le bruit de la caméra. Donc, la caméra pouvait être loin, mais on filmait un peu avec le téléobjectif. Mais Michel Brault a dit, le cinéma direct, pour moi, si tu n'as pas de courte focale, c'est-à-dire si tu ne filmes pas les gens de près, c'est pas vraiment du direct. Ça semble plus à ce qu'il appelait le candid eye. Donc, des anglophones faisaient ça. Donc, il y a ça chez Michel Brault. Et l'autre technique, c'est on n'arrive pas avec des spots là, comme on fait ici. Ça, c'est pas du direct. Même si on est en direct dans l'île aux Coudes, ça, c'est pas vraiment du direct dans ce sens-là. C'est du direct au niveau de la technique, mais c'est pas au niveau de l'approche. Et donc, lui, il arrivait puis il changeait une ampoule. Là, on voit une séquence ici tournée à l'extérieur où on sent qu'il n'y a pas de narrateur et on est proche des gens. Donc, s'il te plaît, Annick, une séquence Pour la suite du monde. C'est vigoureux, vous savez. C'est vigoureux. Je dis qu'à Marsouin, et quand c'est dans l'eau, c'est vigoureux qu'il y a ça. C'est vigoureux, certain. Je te dis que ça joue, ça joue, ça joue. Grab the tail, let's lift up. Avancez d'un peu. Monsieur Leblanc, avancez encore en arrière. 11 pieds, ça le vit. C'est un adulte. Ça des narves dans la queue. Il y a des narves dans ce queue-là, il y a des narves qui sont épouvantables. Quand ils sont petits, là... C'est tout plein de narves. C'est vous là qui sont narves. C'est là que ça force. Dans tous les lignes, c'est sujets-là qui le narve, il y a dans la queue. Il y a des narves dans ce queue-là. Il n'y a pas rien que le masque, mais dans tous les lignes. Dans toutes les queues. C'est dans la queue que les narves sont. Même dans la queue de la pêche. Pas de narves, pas de queue.
On n'est plus des génies à cette heure, hein? On est encore des génies, mais... On est des petits génies. Des génies pour notre temps. Mangez là, apprenez les jeunes. Bon, master, je vous dis bonjour. Bonjour, puis bonne chance. c'est ça que je- Bonjour, puis bonne chance. Là. Merci. Ouais, ça. Bon voyage, Paul. Merci bien. Du DocFest avec Fernand Dansereau, notre invité d'honneur et producteur de ce film qui est un des seuls chefs-d'œuvre canadiens selon Mediafilm et selon plusieurs revues, même dans le Time, il figure parfois parmi les 100 films importants. Sûrement un des plus grands succès du cinéma direct, là. Toi, tu es producteur de ça quand même. Ça, on parle de cinéma de relation parce que Pierre Perrault avait une relation avec les gens. Bien, ce que je vais raconter est assez délicat à raconter, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que Pierre Junot m'a fait venir un jour, qui était mon patron d'une certaine façon, puis il dit, écoute, on a reçu une proposition de Radio-Canada. Raymond David, le directeur des programmes à Radio-Canada, a reçu un projet de scénario de Pierre Perrault avec lequel il voudrait faire un téléroman. Pas un téléroman, un téléthéâtre, je veux dire. Et ça serait réalisé par Paul Blouin de Radio-Canada avec des comédiens. Et puis, Perrault ferait le scénario, mais on a besoin de la technique de l'ONF, de la technique du cinéma direct, parce que nos grosses caméras et tout ça, sont impossibles de faire ça. Et Junot m'envoie ça, puis moi, je vois Perrault. Puis je lis le scénario qu'il y avait. C'était une histoire dans laquelle une jeune fille de l'île aux Coudes retournait à Montréal, avait des expériences terribles, puis elle revenait. Moi, j'ai dit à Pierre, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. On n'est pas pour commencer à amener des comédiens de l'île aux Coudes, puis des ça. Alors, j'ai dit, je vais te faire une proposition, je vais t'associer Michel comme co-réalisateur. Michel Brault. Et puis, vous allez retourner à l'île aux Coudes ensemble, puis vous allez essayer d'inventer d'autres choses. Et Pierre, sur le coup, il n'était pas trop content, là, tu sais. Il n'avait comme pas le choix, si on voulait se faire. Et puis, ce qui est arrivé, ils sont d'abord partis tous les deux. Plus tard, Marcel Carrière s'est joint à eux, puis ils ont élaboré toute l'hypothèse de la pêche du marsouin, là, tu sais. Et puis, le film s'est fait comme ça. Oui. Mais l'origine du film, c'est ça. Bien, merci d'avoir mis Michel Brault et toute cette équipe-là, parce que Michel Brault et Marcel Carrière, c'était un duo inséparable, là. Ils avaient déjà fait plein de films ensemble. Donc, tu as adjoint à Perrault l'équipe de rêve là, que tout le monde souhaiterait avoir aujourd'hui, là, encore. Alors, merci d'avoir eu cette bonne idée. Quoique les films de Perrault qu'il avait fait avant n'étaient pas inintéressants, mais encore non, là... puis ça ne retire rien au génie très particulier. Oui, le Perrault qui touche son chef-d'œuvre pour la suite du monde. C'est sûr qu'à la fin du film, sans Perrault, on n'aurait jamais fait ça. Tu sais. On ne serait jamais arrivé. Non. Il y a une espèce de un transfert du cinéma direct qui devient fiction, là, tu sais. Oui. Puis qui ne s'était pas fait auparavant, puis qui ne serait pas fait sans lui. Mais si on avait Pierre, on pourrait poursuivre parce que c'est quand même un dramaturge à cette époque-là. Il a fait Au cœur de la rose et on disait que c'était la révélation avant l'arrivée de Michel Tremblay, là, que c'était l'auteur dramatique des années 60. Puis, bref, il y avait une écriture chez lui, clairement, puisque c'est pas juste un cinéaste, un poète, c'est un homme de radio. Sauf que là, ce que je veux dire, c'est que dans la relation, ce gars-là, il venait ici, il avait Yolande, il avait marié la fille du coin. Il était tout le temps avec son micro. Il faisait 10 ans qu'il était... C'est ça. Donc, il y avait une relation qui avait établie. Moi, je pense qu'il faut le nommer, ça, l'importance de ne pas voler des images aux gens, de ne pas les molester, comme il disait à l'époque, là, les bardasser, puis tu arrives avec ta caméra, puis bouche, mets-toi là. Puis, en fait... Ben, comme c'était passé au 5 septembre à Saint-Henri. Comme ça s'était passé la même année, en 62. Alors là, on a un succès qui nous prouve qu'on peut travailler sur cette piste-là. Mais toi, c'est l'expérience de Saint-Henri aussi. Et donc, à ce moment-là, tu as fait tes années de producteur, puis je me permets qu'il faut qu'on avance, parce que tu as tellement de carrière qu'il faut que j'avance vers Saint-Jérôme rapidement, parce que tu vas faire plein de plusieurs années plus tard, là, moi, je suis redevenu réalisateur, puis il y a un budget à l'ONF dont personne ne veut. Parce que c'est trop délicat comme tâche, tu sais. Il y a 21 ministères fédéraux qui se sont groupés pour faire des films, pour financer des films qui aideraient la population canadienne à accepter des transformations que l'automation apportait. Puis il y a un film dont le mandat, c'est observer une petite ville en état de changement sous le choc de l'automation. Moi, j'accepte de faire ce film-là. Et puis, je choisis Saint-Jérôme pour aller faire Saint-Jérôme, pour aller faire l'observation en question. On s'était fait
préparé un questionnaire par Gabriel Breton, un psychosociologue, 42 questions qu'on pouvait poser à des personnes, puis ça nous révélait, il y avait une grille secrète pour l'interpréter, puis qui révélait la capacité de changement de la personne ou pas, là, son aptitude à changer. Alors, on avait choisi 60 personnes à Saint-Jérôme d'aller interviewer avec mon directeur photo, puis mon preneur de son. On s'était divisé ça nous donnait chacun 20 personnes interviewées, puis on se promenait avec notre 42 questions, avec une Nagra, puis enregistré, c'était la recherche préalable au tournage. Mais je me corrigerai, mais je pense que tu avais 30 personnes un peu publiques, puis d'autres 30 personnes au hasard dans le bottin. On avait choisi 30 notables, puis on avait pris le bottin de téléphone, puis on avait choisi 30 autres noms. Fait que là, on va voir ce que ça donne. C'est une expérience. Et puis là, il se passe un phénomène complètement inattendu. D'abord, les gens, le premier phénomène, c'est ce qui confirmait ma théorie du release, là, tu sais. Les gens se confiaient beaucoup plus candidement. Quand ils ne signaient pas. Quand tu signais pas. C'était déjà une découverte. C'est-à-dire que la première approche, c'était pas le papier à signer, pas le contrat. On leur disait juste, si on tourne avec vous, ce qu'on tournera là, ça ira jusqu'à la copie de montage, vous pourrez l'approuver ou le retirer. Ton producteur ne devait pas être d'accord. Puis là, tu n'étais plus producteur. Puis l'ONF était très inquiète de ça, mais il m'avait fait confiance. Je m'étais un petit peu débattu autour de ça. Une chance, c'était toi, parce que je suis pas sûr qu'il y avait... Toujours est-il qu'on s'aperçoit, parce qu'on allait aussi au conseil municipal, au conseil du travail, au club Kiwanis, tu sais, on s'aperçoit qu'il y a 5 ou 6 de nos questions qui ressortent partout. Que c'est ça. Là, on était loin de nos préoccupations. Là. Comment ça se fait que c'était au texte presque. OK. J'étais allé voir le père Mayotte à cette époque-là, qui était le grand expert des phénomènes de groupe à l'Université de Montréal. Puis il m'avait dit, tu es en train de faire une intervention sur un grand groupe. Je dis, what's that? Tu sais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Bien, il dit, tu interviens sur un groupe que tu vas influencer par ce que tu fais. C'est pas un bon anthropologue, ça. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on connaît là-dessus? Ben, il n'y a pas grand-chose. Il dit, il y a toutes les théories de l'agite-pop du Parti communiste. Oui. Puis il dit, il y a quelques études américaines, mais il dit, au fond, il va falloir que tu innoves. Il dit, va te faire donner une formation d'animateur de petits groupes, essaye d'extrapoler. C'est ce que j'ai fait. Et on a commencé à tourner à Saint-Jérôme avec cette perspective-là, là, tu sais. Puis avec l'histoire des releases qu'on ne tournait pas. Et puis, on avait les budgets de l'ONF, on tournait sur 9 mois. C'était encore extraordinaire. Et puis, tout à coup, on s'est rendu compte qu'on s'en allait dans un cul-de-sac. Robert Forgette, mon producteur, m'a dit, écoute, personne n'a signé de release. Là. Quand tu vas arriver au montage... Tu ne peux pas utiliser ça. Ça va bloquer partout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai décidé de convoquer les gens à l'ONF à tous les 15 jours pour visionner le métrage tourné. Ça, c'est encore plus fou que le release. Là. C'est fou raide, parce que là, il faut que... parce que je disais, ils vont constater qu'on travaille, on va les habituer à penser, à penser le film, puis tout. Là, c'est quasiment de la co-gestion, si tu me permets. Là, tu vois. La co-réalisation. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. La première projection... Sur l'écran, c'est Jean-Pierre Potvin qui, pendant 3 quarts d'heure, parle de la cause des travailleurs, puis comment ils sont exploités par les bourgeois de Saint-Jérôme. Puis il nomme nommément le président de la commission urbaine de Saint-Jérôme, qui était le pharmacien. Là, mais il se trouve que lui, Potvin était assis dans la salle à voir ça, puis l'autre était à côté. Fait que là, il entend son commentaire, là. Oui, puis ils entendent. Puis la demi-heure suivante, c'était l'autre qui était là. C'est le pharmacien qui était là. Le pharmacien, puis qui disait comment, au fond, Saint-Jérôme avait un bel avenir, mais comment était de brûler, syndicat, comme Jean-Pierre Potvin, nuisait. Fait que quand les lumières se sont allumées, là, tu sais, c'était fret dans la salle. T'as pas idée, là, tu sais. Puis toi, tu gérais ça, cette discussion-là, là. C'est toi? Pas encore. On pensait pas, on visionnait, puis on parlait avec le monde après. OK. Fait que là, je me suis dit, je vais aller chercher un spécialiste de la dynamique, de pas de la dynamique, mais de l'animation sociale. Un beau grand champagne. Puis je vais l'installer pour dire que la discussion. Bel job. Après les visionnements qu'on a continué. OK. Fait qu'au deuxième visionnement, il y a eu Beaugrand qui animait ça.
Mais là, les gens qui étaient dans la salle, puis étaient en état de grande hostilité, il y avait de la misère à vivre ça. Puis ils se sont tournés contre nous autres. Ils ont dit, tabarnouche, vous. Ils ne disaient pas tabarnouche, mais ils ont dit, vous ne tournez pas les beaux aspects de Saint-Jérôme. Vous ne tournez que ce qui va pas. Ils m'ont dit, c'est quoi les beaux aspects? Bien, par exemple, la rivière, c'est une ressource touristique importante. OK, on va tourner à la rivière, puis dans 15 jours, on vous montrera. La rivière. Fait que 15 jours après, ils sont là, puis ils voient, puis ils disent, oh mon Dieu, elle est sale, elle n'est pas entretenue, c'est pas... OK. C'est grâce à l'animation de Beaugrand, sur l'espace de, je sais pas, 9 mois. OK. Les gens à l'intérieur de mon groupe, de notre salle, ont commencé à se parler, à se concerter. Ils ont fini par former ensemble un parti municipal. Puis le parti municipal a fait le pharmacien. À lutte à la mairie, puis ils ont élu le pharmacien maire de Saint-Jérôme. C'est ça. On est-tu dans le cinéma encore ou dans quelque chose d'autre? La Révolution? Je me disais, j'ai été effectivement un interventionniste. J'ai changé la réalité de Saint-Jérôme en faisant un film. Mais le processus du film, tout à coup, m'est apparu aussi important que le film lui-même. C'est ça. Je me suis dit, hey, à quoi on joue, là? Tu sais, c'est extraordinaire ce qu'on a comme pouvoir. Puis là, je réalisais que les personnes qui sont devant la caméra, comme les personnes qui sont derrière, sont toujours changées par un film. Le film appelle à une surréalité qui transforme les personnes. Puis je me suis dit, désormais, il faut que je m'occupe de ça. En tout cas, il faut que quand je tourne un film, je sache que ça se passe. Puis que je choisisse plus ou moins de le gérer. Puis c'est de là qu'est venue pour moi, tranquillement, l'élaboration de la théorie d'un cinéma de relation. Je me suis dit, sans laisser tomber les ambitions naturelles d'un cinéaste, de faire des beaux films puis de réussir et tout, désormais, pour moi, le processus de faire un film est aussi intéressant que celui du film lui-même. Et je vais m'occuper de la relation aux personnes devant et derrière la caméra. Je vais y mettre autant d'énergie que je m'occupe à développer l'esthétique ou à faire mon découpage. Oui. Bravo, Fernand. Bravo. Je t'ai ému d'être là, que tu me le racontes, parce que moi, j'aurais pu le raconter aux autres, mais là, c'est bon que ce soit toi-même. C'est ton histoire. Alors, quand il est arrivé le temps du montage, là, ce que Robert Fogette craignait, ça se passait. Les gens disaient, hey, moi, là, je veux pas que tu vas m'enlever ça dans le film, je veux pas ça. Je veux pas ça. À moins que lui, là, il change ses paroles. Il laisse telle chose dans le film qu'il veut retirer, tu sais. Oui, tu as commencé à négocier, là. Puis là, moi, j'ai commencé à négocier comme artiste. Je leur disais, écoutez, moi aussi, je peux pas faire un beau film si vous me retirez ça. J'ai besoin de ça, moi, pour faire un film. Puis là, ils ont été game avec moi. Ils sont embarqués dans ça. Ils m'ont laissé une bonne marge, là. Ça m'a fait prendre conscience de c'est quoi que je faisais dans une société, moi, tu sais. C'est le pouvoir du fou, au fond, là, tu sais. Et puis... mais tu étais un travailleur aussi, c'est comme eux. Tu étais aussi un travailleur culturel, là. Mais tu sais, il y a toute la notion que dans la société, on est dirigé par 5 pouvoirs. Le pouvoir du roi, qui est le pouvoir de la loi, le pouvoir de l'armée, le pouvoir de l'économe, le pouvoir du prêtre, puis le pouvoir du fou. Puis le fou, c'est le seul qui travaille sur la conscience que subissent, que vivent les 4 autres. Pouvoir. Alors, c'était ça mon rôle, moi. J'étais un travailleur de la conscience. Et puis, autant dans le film que dans le processus. Je pense qu'il y a 26 films satellites, tellement que, avec Hortense Roy, vous avez réussi à distribuer ça, parce que chaque film pouvait servir aussi un peu partout, selon les places, là. Le film principal est divisé en 4 demi-heures. 4 demi-heures. Qui sont interchangeables. Oui. Tu peux commencer avec la 3e, puis... c'est révolutionnaire, ça. Et puis, il y a 27 films satellites qui l'accompagnent.
Comme ça, tout le monde a parlé. Mais là, je pense qu'on pourrait élaborer juste sur Saint-Jérôme. On pourrait faire l'année prochaine un autre DocFest parce que ce film-là... On peut en regarder un extrait si vous voulez. Au moins, le début, on entend la voix de Fernand parce que ça me passionne tellement. Et vous allez fonder le groupe de recherche sociale là-dessus. Écoute, on revient à, si on veut, Nick, un film Saint-Jérôme, 1967, tourné par Fernand Dansereau, Michel Régnier et... Michel Hazel. OK. Alors, on écoute. Qui y a bâti sa vie et où il prend son revenu, puis sur lequel il a assis ce qu'il espère être sa sécurité pour sa famille et pour lui, il a acquis un certain nombre de droits dans cette entreprise-là qui, à mon avis, peuvent se mettre en équilibre avec ceux de l'actionnaire qui a fourni le capital pour mettre la machine sur le plancher ou pour amener la matière première dans l'usine que vous allez ensuite fabriquer. Ces droits-là donnent des responsabilités. Les avez-vous assumées totalement? Disons honnêtement que non. L'employeur non plus, la société non plus au niveau local. Alors, à quoi nous servirait d'essayer d'examiner le passé et de trouver qui a été le plus responsable? Je veux te présenter Saint-Jérôme. C'est une ville de 35 000 habitants située au cœur du continent américain. Les gens y parlent français, presque uniquement le français. Saint-Jérôme, c'est une partie du Canada, une agglomération située à 30 000 à peine de Montréal. Un morceau de ce petit peuple de 6 millions d'habitants qui vit non point en face, mais au sein même de l'immense Amérique. Et nous, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer ce soir, c'est d'examiner, à partir d'une situation que l'on connaît maintenant, au-delà de 1000 travailleurs mis à pied dans une usine, au-delà de 400 dans une autre. L'an dernier, 25% des citoyens de Saint-Jérôme se trouvaient en chômage. Et pour ceux qui travaillaient, la moyenne des salaires était la plus basse de tout le Canada, soit 69,59 $ par semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Qu'est-ce que la municipalité peut faire? Qu'est-ce que les hommes d'affaires de la place peuvent faire? Qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour s'assurer que la période de misère dans laquelle on a été précipité récemment soit le plus courte possible et que la vie économique reprenne? 69 $, ce serait la fortune en Inde. Mais au Canada, les experts disent que de gagner moins de 75 $ par semaine, c'est la misère et la pauvreté. Nos pères allaient vers le nord. Où allons-nous? Nos pères allaient vers le nord. Où irons-nous? Où irons-nous? Il y a maintenant plus de 50 ans, les gens de Saint-Jérôme écoutaient un autre orateur. Paysans de nos campagnes, et vous tous, résidents de cette pittoresque région des Laurentides, vous êtes des privilégiés. À cette époque bouleversée où nous vivons, haletant dans l'angoissante attente du lendemain. Gardez-vous d'abandonner vos villages, vos larges horizons, puisque vous jouissez plus que d'autres de la santé, de la paix et de la vraie liberté.
Je suis très ému, moi, par cette séquence-là. Surtout dans la période qu'on vit maintenant. J'ai tes paroles. Probablement que c'est toi qui as tout écrit ça, mais en tout cas, c'est ça. Il résonne fortement aujourd'hui encore, je trouve. Non, tant Merci. mieux. Non, mais je pense qu'avec la période qu'on vit Quand maintenant... ce film-là est sorti, ensuite, l'ONF a inventé un système de distribution fabuleux pour le film. Tu sais. Il y avait des agents de distribution à l'ONF qui se promenaient avec le film, puis des projecteurs, puis qui allaient dans les groupes partout au Québec et qui projetaient le film en changeant, s'il faut, l'ordre de présentation des 4 demi-heures ou certains films satellites. Et dans la première année, il y a 320 quelques mille personnes qui ont vu et travaillé avec le film Saint-Jérôme et ses satellites. Oui, dans tout le Québec. Ce qui était un succès extraordinaire. Oui, parce que la télé existait déjà, puis là, vous étiez comme la télé partout dans les régions. Et grâce à Hortense Roy, qu'il faut le dire. C'est ça qui avait inventé tout le pattern de distribution. Une femme brillante. Le mode d'utilisation. Qui était rentrée en cours de production pour dire « Hey, ça, il faut faire ci. » Elle vous a appuyé, elle fait partie de votre groupe. C'est pas juste l'agent de distribution qui est parachuté, il faisait partie de... Elle était intervenue, je pense, quand on était venu se renseigner, parce qu'elle n'a pas influencé le montage, mais elle était venue se renseigner pendant que le montage se faisait. C'est ça. Ce qu'on trouve très bien, d'ailleurs, que ces gens-là, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est elle qui avait inventé le pattern de distribution. C'est ça. Donc, on salue ça. Et puis ça se négociait avec les gens de Saint-Jérôme. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas lâcher le morceau. Hein. Oui. Après, une fois que le film a été terminé... C'était leur film. Ils voulaient contrôler en partie la distribution. Ben oui, bon. C'est ça la cogestion dont je te parlais. Ça s'est rendu que... Oui, c'est ça. Le film appartient au peuple. Hein? Oui. Alors, toi, tu es un serviteur... Dans ça. Et je veux dire aussi, vous avez fondé rapidement, parce que le groupe de recherche sociale, pour moi, c'est quelque chose qui est très peu connu dans l'histoire. Et c'est très court, c'est plus court que les Beatles, c'est 2-3 ans. Le gouvernement, les 22 ministères fédéraux dont je parlais plus tôt, là, tu sais... Challenge for Change, hein, ça? Ils voulaient financer une vingtaine de films là-dessus. Et puis, ça s'est appelé Challenge for Change. Puis ils voulaient nous proposer de faire l'équivalent français. Puis nous autres, on était très, très méfiants. Mais ils l'ont fait, cette Société Nouvelle. Il y a eu le pendant. Mais c'est arrivé par après. OK. Quand je te raconte, le Challenge for Change existait, moi, je fais Saint-Jérôme, je pense, ou pas. Il est question de faire Société Nouvelle. Puis, pas seulement que moi, les cinéastes francophones de l'ONF se rebiffent. Il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Fait que, on fonde le groupe de recherche sociale, nous, en disant... On va accepter certains de vos mandats, mais on va les faire à notre façon. On va prendre votre argent, au fond, puis on fait ce qu'on veut. Et puis, le groupe de recherche sociale a existé pendant 3 ou 4 ans. Il y a Maurice Bébullian qui a fait un truc sur la petite Bourgogne. Oui. Il y a Michel Rignier sur l'éducation primaire. L'école des autres. Et puis... Ça, c'est 68, là où vous allez en faire. Puis ça va finir avec Arcan qui fait On est au coton. Puis là, il y a une grosse censure qui joue, puis le groupe se démantèle. Une grosse censure parce que, justement, Denis Arcand, dans cette mouvance du groupe de recherche sociale, n'avait pas fait signer de release au patron de l'usine. Et là, l'ONF s'est fait poursuivre par cette usine-là en disant « si vous ne retirez pas le témoignage du patron ». Et là, c'est comme ça que le film On est au coton a été connu, parce qu'il a été distribué sous le manteau, avec le témoignage du patron. Et l'ONF, 40 ans plus tard, c'est un film censuré, 40 ans plus tard, a réintroduit le témoignage, puis là, il existe tel quel, comme Denis Arcand le souhaitait. Puis tout ça, ça se plaçait dans un climat de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... En même temps que Pascal et ses copains faisaient du marxisme, là, il y a partout dans le Québec, là, tu sais, il y avait une espèce de sentiment de révolte et de réinvention de la société. Puis nous autres, on était dans cette mouvance-là. Ben oui, 68, mai 68. Ici, les événements à l'octobre qu'on a vus avec Pascal Gina et Terre des Hommes. Mais là, tout de suite, toi, tu t'enchaînes avec un film tout le temps. C'est un peu dans la même, mouvance. Oui, puis je vais rencontrer des gros problèmes avec ça. Là, c'est plus grave. On regarde le début, peut-être? Ou tu veux l'être... Ouais, parce qu'on regarde le début, c'est tout le temps. Et là, c'est toujours la même démarche que Saint-Jérôme, impliquer les citoyens. Puis, je pense que c'est la séquence du début où ils sont rendus à choisir le titre du film. Là. C'est la séquence d'ouverture du film. Oui. OK, on regarde ça, s'il vous plaît, tout le temps. Les gens prendront ici. Bon, M. Bilbao, vous allez nous résumer ce qui vient de se passer. On va essayer, là. Je vous dire que ça va nous virer. Ben, on a fait un vote, là. Hein? On n'est pas d'accord. Notre film est fini. Et puis, c'est la discussion pour trouver le titre.
Il y en a qui ont proposé un certain nom qu'on n'aime pas, hein? Je compte complètement. Bon. Là, on va essayer à s'entendre, là, de nouveau, toute la gang, puis s'expliquer pourquoi est-ce que c'est qui est ce titre-là, vois-tu? Puis si ça a du bon sens, peut-être tu pourrais changer d'idée, là. C'est un moyen, disons, de dire j'en ai assez, n'est plein mon casque. Et puis, au point de vue. Moi, c'est bien. Puis, au point de vue aussi, on va dire, au point de vue du Québec, comment ça fait de temps qu'on en mange de la merde? On dit, tout ce qui se dit tout bas, ça se dit entre les travailleurs. Pour moi, ça représente que ce qui se passe, c'est qu'on a en mentalité, nous autres, au Québec, disons, on se fait un coup de pied dans le cul, puis on se dit, bon, ben, excuse-moi d'avoir eu mes fesses devant ton pied. Fait que, là, au lieu de dire, excuse-moi d'avoir mangé de la merde, bon, il répond, mange de la merde à ton tour. C'est pas comment tu mettrais ce titre-là qui va t'empêcher de manger de la merde, ça, c'est compris. C'est ça qu'il y a. Il me semble qu'il y aurait d'autres manières de s'exprimer qui seraient plus intéressantes que ça pour tout le monde, qui seraient plus attirantes, plus... Parce que le mot « mange la merde », franchement, si j'arrive chez vous, moi, je te dis « mange la merde », tu vas virer de toi, tu vas dire « rentre pas chez vous ». On dit pas « mange la merde », on dit « qu'on mange la merde ». Non, on dit « mange la merde ». C'est là que mange la merde. Manger de la merde. Manger de la merde. Ça, c'est manger de la merde. Je trouve pas ça manger de la merde. C'est pour la raison que je trouve pas ça intelligent. Il y en a qui vont être insultés. Malgré qu'ils ne font pas de religion, ils vont être insultés pour ce titre-là. Ils vont dire, franchement, ils vont prendre un autre titre un petit peu moins vulgaire. On sait qu'on mange tout de même, on n'aime pas se faire dire en titre que toute la popularité le sache. Oui, merci. De retour à la fascine au DocFest de l'Île aux Coudes, édition 2020, avec Fernand Dansereau, notre invité d'honneur, qui est réalisateur de Tout le temps. Finalement, tu as changé de titre. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la démarche que toi t'amènes. Tout le monde veut... C'est eux autres qui l'ont changé au bout du compte. Oui. Mais moi, ce que je poursuivais, deux objectifs. Je voulais amener le direct, voir si c'était possible de l'amener en fiction, c'est-à-dire de l'amener en long métrage de fiction. Puis j'avais lu aussi, j'avais été très influencé, très impressionné, très influencé par des écrits d'Oscar Lewis sur la culture de pauvreté. Oui. Il écrivait que la pauvreté, non seulement c'est un phénomène économique, là, tu sais, mais ça génère une culture qui a tendance à emprisonner les gens, mais qui a des avantages et des inconvénients. Comme par exemple la culture de pauvreté, présente de Lewis, c'est une culture beaucoup plus sensuelle que la culture des gens de classe moyenne bien pensants. Je m'étais dit, je vais essayer de vérifier ça dans Montréal. Alors, je me suis organisé pour faire une sélection dans le sud-est de Montréal de 12 personnes qui correspondaient à peu près aux critères de pauvreté dont parlait Lewis. Puis je leur ai proposé, avec 2 animateurs pour m'aider, d'inventer une fiction dont ils feraient le scénario, puis qu'ils interprétaient après ça comme acteurs. Et c'est ce qu'on a fait. Puis le film Tout le temps, qui fait finalement un film d'1h30, était sorti un an et demi après au Saint-Denis, avec une grande première. À cette époque-là, la salle du Saint-Denis avait 2800 places, là, toute l'affaire. On a vécu toute l'expérience. Quand le film a été fini, puis il a été diffusé, après ça, les gens restaient accrochés, nous autres. Là, oui. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas passer ma vie, moi, avec ces gens-là. Puis les 2 animateurs qui travaillaient avec moi non plus. On dit, il faudrait qu'on les laisse retourner à la culture de pauvreté. Et comment est-ce qu'on fait ça? Personne de nous n'avait jamais imaginé qu'on aurait ce problème-là. Alors, on a fait tant bien que mal une sorte de scénario. On s'est dit, on va essayer d'organiser le sevrage sur 3 mois. Pendant le premier mois, on va répondre tous les 3 à leurs demandes et leurs appels. Mais après le premier mois, il y en a un qui va se retirer, puis il n'y en a que 2 qui vont continuer de répondre. Puis après 2 mois, il n'y en aura rien qu'un. Puis après 3 mois, lui, il ne répondra plus. Puis on a assisté, c'est une des expériences les plus difficiles de ma vie, ça. J'ai assisté tranquillement, effectivement, au retour des gens dans leur culture d'original. Et ça a commencé à jeter un doute à l'intérieur de moi qui va se développer dans les autres films par la suite, là, sur la validité de la démarche que je poursuivais.
On travaillait comme ça, nous autres. On n'intervenait pas dans le contenu, là, tu sais. On travaillait sur le processus. OK. Puis là, il va arriver Thetford au milieu de notre vie. On a un extrait, mais je me rends compte aussi à quel point on s'en va vers ce cinéma-là très sensible que tu as pour les femmes. Tu avais déjà fait « Ce n'est pas le temps des romans », un court-métrage à voir avec Monique Mercure, mais où la femme est vraiment importante. Puis là, on a une séquence aussi de Thetford. C'est que finalement, quand on arrive à Thetford au milieu de notre vie, la situation qui est présente, c'est un chef syndical qui est aux prises avec des très graves problèmes, là, tu sais. Il y a l'amiantose fait des ravages terribles. Il faut qu'il protège ses syndiqués. Oui. Et puis, il est touché particulièrement parce que son plus grand ami est pris de ça. Puis, il y a des problèmes à l'intérieur du syndicat, beaucoup de tensions. Cet homme-là, donc, est en lutte à Thetford pour des causes ouvrières. Mm-hmm. Mais il va se révéler qu'il y a une lutte qui vient à l'intérieur. Dans son couple, dans sa relation de couple. Dans sa relation, c'est ce que vous allez voir. OK. Extrait de cette séquence choisie par Fernand Dansereau de Thetford au milieu de notre vie, 1971. Oui. Est-ce que tu as décidé d'aller comme ça? Je vais voir pour me trouver du travail. Trouver du travail? Travailler? J'ai pas envie que tu ailles travailler. Pour qui tu te prends? Hein? Pour qui tu te prends? Tu vas venir me dire quoi faire à moi? Louise Vachon, la mère de 3 enfants. Moi qui ai 40 ans bien sonné. C'est fini, ça. Les fêtes approchent. On pourrait se retrouver. Ça fait 20 ans que tu décides pour moi. Je suis tannée de ça. On n'a pas de contrat de travail de signer. J'ai fait bien plus que 40 heures par semaine. Dans ta poussière, tu ramenais de la mine. Ça n'a jamais été négocié sur un contrat entre nous autres. C'est fini, ça. Si tu trouves de l'ouvrage, là, on se verrait presque plus. Il y a... Toi, tu vas travailler de jour. Puis moi, je vais travailler de nuit. Ben oui. C'est une crise d'adolescence que tu es en train de faire? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est moi qui est obligé de m'adapter à toi. T'sais. J'ai plus le goût de faire ça. Il faut que ce soit toi qui s'adapte à moi, cette heure. Tu comprends pas, mais je suis tannée de t'expliquer. Donc, un cycle se termine pour Fernand Dansereau à ce moment-là, et graduellement, le cinéma. On a vu hier, tu avais produit aussi le film de Nicole, son premier film en film, là, mais toi, tu vas graduellement aller vers l'écriture, là, revenir à l'écriture. C'est-à-dire que après le film sur Thetford, moi, j'étais convaincu que j'étais dans une fausse piste. J'étais dans une fausse piste à 2 niveaux. Je demandais à des gens d'aller en fiction pour des films de salle alors qu'ils n'avaient pas de la compétence de comédien. Fait que ça ne pouvait pas donner des films à grand succès, tu sais. Puis d'autre part, je me rendais compte que tous ces films-là exprimaient une sorte de plainte à propos des injustices sociales et de la pauvreté qui n'était pas ma plainte à moi. J'étais pas très heureux à cette époque-là moi-même. Fait que j'avais une plainte à formuler, mais elle était d'un autre ordre. Plainte intérieure, tu veux dire? Oui, puis une sorte de mal-être, là, tu sais, que je vais plus tard explorer de d'autres façons. Mais je me suis dit, il ne faut plus que je triche comme ça, là, tu sais. Fait que finalement, j'avais décidé un peu de m'éloigner de cette démarche-là. Il est arrivé entre-temps un film de fiction 12 aveux qui s'est un peu imposé parce que j'étais à Québec, on travaillait avec des jeunes de Québec. Il n'y avait pas de cinéma de fiction qui se développait à Québec. On a fait un film de fiction en empruntant un peu de ces techniques-là, et puis, mais quand même en le soumettant aux institutions avec un scénario, puis avec des gens professionnels qui étaient intervenus sur le scénario. Mais pour moi, c'était vraiment le bout du chemin, là, tu sais. Et puis, entre-temps, dans cette phase-là, à Québec, c'est comme ça que j'ai produit le film de Nicole et d'Hélène Doyle, parce que j'essayais d'être utile autour de moi puis d'aider les plus jeunes. Mais tu te cherchais, en fait, Oui, puis à un moment donné, je me rappelle, là, à 50 ans, j'étais dans un cul-de-sac complet. Là. À Québec, j'avais plus de travail. Mon dernier enfant avait quitté la maison. Je venais de me séparer. J'étais vraiment nulle part. Puis, un matin,
je rêve une nuit, je rêve à la guerre, ce que mon père et mon frère avaient vécu, la guerre de 39-45, puis il me vient une idée d'une mini-série de peut-être 4 demi-heures, 4 heures que je ferais sur la façon dont les Québécois avaient, au pays, vécu la guerre. Puis j'écris un demi-feuillet de journaliste pour décrire ça, puis j'avais rendez-vous à Radio-Canada avec le directeur des émissions dramatiques pour d'autres choses. Fait que j'y glisse ça à la fin de notre rencontre, puis j'ai dit « Regarde donc ça. » Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Puis je rentre à Québec. Puis le lendemain matin, à 9h, le téléphone sonne. C'était lui qui m'appelle. Il dit, dans ce rôle, on fait un téléroman avec cette histoire-là, puis c'est toi qui l'écris. Wow! J'ai jamais pensé à ça. Moi, il dit, niaise-moi pas. Là. Il dit, un contrat de téléroman, il dit, c'est un beau contrat. Puis il dit, je vais te donner 3 exemplaires. Un contrat pour 3 textes à vérifier si tu es capable de le faire. Mais il dit, autrement, on part avec ça. La vie, le karma intervenait. Tout à coup, j'ai été appelé à faire de l'écriture dramatique, à reprendre ce que j'avais commencé autrefois à l'ONF. J'ai écrit mes 3 textes, puis ça a marché. Finalement, c'est devenu le Parc des Braves. Le Parc des Braves, oui. Alors, ça, non, mais c'est quand même un coup d'envoi et une rupture aussi par rapport à ton cinéma documentaire, tout ce cycle-là. C'est ça. Puis, comme on est au DocFest, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails de toute la fiction, la téléfiction et tout ça, mais plus j'ai jamais perdu l'idée que le cinéma, c'est un phénomène de relation, puis il faut s'occuper du processus. C'est ça. Même dans l'écriture des téléromans, je me suis toujours occupé du processus. Tu sais, puis c'est... Alors, ça a toutes sortes de dimensions. Tu sais. On pourrait parler aussi du processus par rapport à l'auditoire, mais c'est une autre histoire. Oui. Mais je pense qu'on m'en voudrait si on n'aurait pas quelques mots sur Les Filles de Caleb, qui était l'autre téléroman par la suite, qui, lui, a eu encore plus de succès que le Parc des Braves. Grâce à, aussi. Dans ma vie, les grands changements, là, c'est pas moi qui les décide. Non. Ça arrive, tu sais. Je suis congédié du journal Le Devoir, l'ONF m'appelle. Tu sais. Là, il y a un téléroman à faire, c'est pas moi. Je suis convoqué à faire un téléroman. Puis c'est la même chose avec Les Filles de Caleb. Les producteurs m'appellent pour si je ne voudrais pas faire le scénario des Filles de Caleb. En empruntant le livre d'Arlette Couture, puis en fond, en le tranchant en saucisse, puis en lui donnant un style télévisuel puis cinématographique. OK. Ouais. Fait que c'est arrivé, on l'a fait. Et puis, quand Les Filles de Caleb, Jean Baudin est embarqué là-dedans, puis il a engagé Marina comme interprète, là, tu sais. Puis ça commence à se tourner, puis Jean, c'est son chef-d'œuvre à lui aussi. Là, Jean Baudin. C'est ce qu'il a fait de plus beau en cinéma, mais il y a une espèce de génie de réalisation là-dedans qui est particulier. On se rendait compte, à mesure que ça se développait, qu'on tenait quelque chose. Là, on savait qu'on avait un winner dans les mains. Ouais. Mais on ne pouvait pas mesurer l'impact que ça a eu. Là, quand c'est sorti la première année, on fermait les centres d'achat le jeudi soir. Là, tu l'as vécu comment, toi? Parce que... oui, d'abord, ça avait été facile, le travail que j'avais à faire, parce qu'Arlette est une très bonne conteuse. Tout ce que j'avais fait, moi, c'était une transformation de mon savoir de cinéaste, là, rendre ça en scénario. Puis le mérite était à Baudin, tout ça, mais j'étais comme récompensé. D'abord, ça me payait très bien à cause du succès. Ben oui. Puis ensuite, cette espèce de réputation que ça créait tout à coup. Tout à fait. Ça te mettait sur la map de l'écriture dramatique, on remettait sur la map. Mais tu m'as déjà conté, mais je veux te le laisser, je ne sais pas si tu vas... Mais comment, toi, tu vivais ça quand la série était hyper populaire? Ça t'est arrivé des fois d'aller dehors, dans les rues, puis tu voyais que le monde n'était pas dehors. À ce moment-là, ils étaient devant leur télédiviseur. Ben oui, c'est ça. Je marchais dans la rue, puis... toutes les fenêtres des salons, toutes les télévisions, c'était toutes les Filles de Caleb, là, partout. Ça te fait une petite gloire, parce que si je reviens, puis on va terminer là-dessus, c'est qu'à l'ONF, une fois, ils avaient fait Le Festin des morts, qui est une autre fiction, puis ça, c'était un film à contre-courant du cinéma direct. Et bizarrement, parce que la critique t'avait éreinté et tout ça, tu as eu de la difficulté avec les gens de l'ONF, qui encore là, ils t'ont dit... Hey, quand j'avais été patron de l'équipe française, j'avais piloté l'expérience du cinéma direct. Mais moi, le cinéma que j'admirais, c'était pas celui-là. J'admirais beaucoup, beaucoup le cinéma japonais, Kurosawa, et les autres. Là. Fait que je rêvais secrètement. Je rêvais pas beaucoup de retournalisation à ce moment-là, mais je me disais, si jamais je retourne, je vais essayer d'aller dans cette direction-là. Je quitte la direction de l'équipe française, je redeviens réalisateur, puis
Alec Pelletier. Alec Pelletier m'apporte un Oui. scénario sur les Jésuites en Nouvelle-France au 17e siècle. Oui, il faut voir ça. C'était sur le site de l'ONF. Puis je dis, on ne peut pas s'embarquer là-dedans. Là. Pour de ça, on est en période complètement... On rejetait le cléricalisme pour faire un film sur des curés, puis tout ça. Fait que je commence par dire non à Alec, puis après ça, une nuit, quelques jours après, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'auras jamais de samouraï dans l'histoire du Québec. Là, non. Mais les héros qu'on a eus, nous, c'est de l'ordre des homos, tout ça, mais c'était les jésuites, c'était toutes les religieuses qui sont venues, c'était tout ça. Fait que j'ai dit, on va essayer de travailler ça. Fait que j'ai rappelé Alec, puis on s'est mis à travailler sur le scénario. C'était une belle expérience. De toute façon, on a embarqué Maurice Blackburn à la musique, dans la scénarisation, le directeur photo. Puis on a abouti à un projet de film qui a donné Le Festin des morts. Oui, qui était le premier long-métrage officiel de l'équipe française. C'est ça. Avec un gros budget pour l'époque, 360 000 $. Avec Alain Cuny comme acteur principal, un Français acteur. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à tourner ça, puis j'avais engagé Lionel Villeneuve pour jouer le père Brébeuf, puis c'était pas bon, tu sais, fait que... Bon, ben là, il faut que je m'en trouve un autre, puis je venais de voir des films d'Alain Cuny au cinéma, puis je trouvais que c'était un grand acteur. Fait que je dis à Pierre Junot, penses-tu qu'on pourrait essayer d'aller chercher Cuny? Junot, il dit, vas-y. Il m'a envoyé à Paris, il me trouve une chambre à l'hôtel Georges V, puis tout ça, puis là, je vais voir Cuny, que je recrute, puis qui vient faire le film, puis qui joue très... Oui, grand acteur, oui. Mais je venais de me mettre toute la communauté des comédiens à dos, là, tu sais. J'avais remplacé un comédien québécois par un comédien français, tu sais. Puis mon film, il traitait d'une chose qui se passait dans l'univers des religieux alors qu'on était en plein anticléricalisme. Puis en plus de ça, beaucoup de mes confrères à l'ONF étaient jaloux du fait que je faisais le premier long-métrage, puis j'avais le gros budget. Fait que quand le film est sorti, là, la critique était relativement bonne, mais le tollé que j'ai vécu était vraiment... ça m'avait beaucoup, beaucoup blessé. On va terminer là-dessus parce que non seulement ça t'a blessé, mais ils ont conclu que tu n'avais aucun talent. À la réalisation. C'était vite, c'était un jugement court, là, quand même. Le successeur de... Ça se passe un petit peu avant, ça, puis c'est mêlé, mais... Le successeur au poste de responsable de l'équipe française, à cette époque-là, c'était Marcel Martin. Il m'avait fait venir, puis il m'avait dit, « Écoute, Fernand, tu as rendu beaucoup de services à l'ONF, mais il dit, peut-être qu'on peut convenir que tu n'as pas un talent tellement grand pour le cinéma, là, tu sais. » Pauvre toi. Fait qu'il dit, si tu veux, il dit, on va te donner un petit film à faire pour t'occuper, puis on te donne 1 an, puis disons, d'ici 1 an, tu travailles ailleurs. Fait qu'il m'a donné un petit budget, puis c'est avec ça que j'ai fait... C'est pas le temps des romans. C'est pas le temps des romans. Qu'on regarde. Non, mais voyez ce film. C'est avec Monique Mercure. On a vu des extraits hier. Puis évidemment, ce qui est arrivé, c'est que ça a gagné le premier prix. C'est ça. Un festival d'auto. Un pied de nez à l'ONF, encore une fois. Merci, Fernand. Écoutez, on pourrait poursuivre parce que la carrière se poursuit après, mais on viendra pour un autre DocFest avec Fernand Dansereau sur son autre carrière de documentariste qui va poursuivre d'ailleurs parce qu'il y a Sylvie Lapointe ici qui tourne des images avec Fernand. Donc, on ne sait jamais. Peut-être un autre film avec Fernand Dansereau en vedette même. Merci, Fernand. Merci beaucoup. Puis je veux dire une chose, moi, si je peux en terminer. Oui. C'est que nous autres, ma génération, on a inventé le cinéma direct. Aujourd'hui, là, ce que vous faites avec DocFest sur Facebook, puis ce que les jeunes sont appelés à faire sur le web, là, ça appelle la même création de quelque chose de neuf. Ah oui. Fait que c'est votre défi à vous autres, puis je suis content de voir que vous l'amorcez. Oui, on est surtout content que tu sois là pour en participer à ça. Merci, Fernand. Alors, on est très heureux de vous avoir d'avoir eu Fernand. Je vois Francine Tremblay. Il y a des descendantes pour la suite du monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à la Fascine. Merci Daniel Racine pour son animation. Annick Salas à la direction. Kat Dumas aux médias sociaux.
Et puis, Hubert Sabino à la programmation. J'en oublie, là. Et tous les gens. Benoît Panton à la son, Fred Boudreau et Geneviève aussi, qui est peut-être là à l'accueil et qui était chanteuse. Elle fait tout. Fred aussi. Alors, merci Simon, merci. On se revoit peut-être l'an prochain, sans masque, s'il vous plaît. Merci. Bonne route.